Voilà, moi j'en ai fini. Je vais laisser parler maintenant à l'expert, Guillaume. Fais-les rêver avec l'API. Merci Moustapha. C'est toi qui gères ou... Je te laisse le faire. Ok, c'est parfait. Let's go. Bonjour à tous. Alors on va rentrer dans le vif du sujet. On va vous présenter un petit peu, je vais vous présenter un petit peu l'API du CA Store pour que vous fassiez une petite idée, de ce qu'elle permet de faire, et de la difficulté plus ou moins que vous allez rencontrer pendant votre projet de développement. Moi je suis Guillaume, je travaille sur l'API CA Store depuis un petit moment maintenant. Je fais partie des équipes de support qui pourront vous répondre pendant toute la durée du projet et même après si vous continuez à développer pour le CA Store. N'hésitez pas à rentrer en contact avec nous sur toutes les questions que vous pourrez vous poser, qu'il s'agisse de fonctionnalités ou de sécurité. Donc on va regarder un petit peu qu'est-ce que c'est que cette API. On va faire un petit focus sur les fonctionnalités clés qui devraient vous intéresser. On parlera un tout petit peu de la sécurité. C'est de la banque, donc forcément il y a un petit peu de sécurité pour aller avec. Je vous expliquerai les grands concepts. Et puis quelques bonnes pratiques, c'est pas du tout une liste exhaustive, donc n'hésitez pas à venir vers moi derrière aujourd'hui ou plus tard pour poser les questions. Ok, on commence avec les données bancaires. Alors CA Store. CA Store c'est une API certes, bon c'est tout un concept, il y a un écosystème autour. Aujourd'hui on va parler essentiellement de l'Open API en haut à droite, mais sachez qu'il y a un portail que vous allez utiliser pour créer vos comptes, créer vos applications et pour proposer certaines idées. Hors du hackathon, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que les gens peuvent discuter ou proposer leurs idées. Il y a de l'open innovation avec des réunions organisées par le Crédit Agricole Store et tout un tas de services justement pour partager. Le hackathon fait partie de ce genre de service. Et surtout vous, la communauté de développeurs qu'on appelle les digiculteurs. Donc il y a une coopérative qui rassemble l'ensemble des digiculteurs. Donc si vous devenez développeur officiel du CA Store, vous ferez partie de cette coopérative. Qu'est-ce qu'elle fait cette API? Alors, elle permet, d'exposer des services bancaires. Donc, c'est aussi pour ça que vous êtes là. Les services bancaires, c'est grosso modo tout ce qui permet de faire une vraie banque en ligne, une vraie banque sur une appli mobile. Donc, la consultation des cartes, la consultation des comptes, des opérations. Et même maintenant, depuis plus d'un an, on peut faire des virements. Donc, on reviendra sur cette question. Ok. Et voilà, donc il y a d'autres services qui naissent au fur et à mesure de la vie du castor, comme les mails, les relations avec son conseiller, les rendez-vous, etc. etc. Deuxième grand axe, elle permet de garantir un niveau de sécurité assez global. Donc pour vous, il y aura quelques contraintes, mais sachez que les 3/4 sont pris en charge par l'API, qui fournit une méthode d'authentification assez standardisée et imposée à toutes les applications, basée sur des standards OAuth, je pense que vous avez déjà entendu parler. On y reviendra aussi. Et dernier axe, elle permet de faciliter les développements, tout simplement en vous fournissant tout un tas d'outils, en particulier des données de test. Donc vous pouvez créer des applications de test, de développement, et vous avez accès à des données de test, des comptes en banque de test, des cartes de test, tout ce qui vous permet en fait de tester votre application, de la développer. On va rentrer directement dans la technique. Alors il est un peu tôt, je sais, c'est un peu dur, mais c'est pas très compliqué. On a une API construite sur un standard type REST. Donc, je ne vais pas détailler tout le standard, je pense qu'il y en a qui connaissent ici. Mais grosso modo, on a des URL et on va naviguer en profondeur dans les données. Quand on se connecte à l'API, la première chose qu'on doit faire, tout simplement, c'est de savoir qui est connecté. Donc, on va appeler une première requête, ici le /session, qui va nous donner un identifiant de l'utilisateur connecté. Voilà. À partir de cette base, on va réutiliser cet identifiant dans toutes nos autres appels, tous nos autres appels. Donc selon le modèle REST, /utilisateur, voilà, je consulte cet identifiant-là. Si c'est cet identifiant-là qui est connecté et que vous essayez d'en consulter un autre, vous serez rejeté, bien entendu. Donc je vous ai mis quelques exemples de réponses juste à côté, là, juste en dessous. Donc là, c'est du format XML par défaut, mais on va retrouver voilà, tout ce qui nous permet de naviguer par la suite dans l'API. Donc, je continue.
Donc à partir de là, voilà. À partir de là, on va aller consulter les comptes de l'utilisateur. Alors le Crédit Agricole, c'est une grande maison. C'est 39 caisses régionales qui sont rassemblées, 39 petites banques ou grosses banques, je sais pas. Et il faut savoir que le client, il peut avoir un compte dans plusieurs de ces caisses. En général, les clients, par expérience, ont essentiellement un compte dans une des caisses. Ce qu'il faut comprendre là, ce qu'on appelle le compte BAM. BAM, ça signifie en gros banque en ligne. C'est que le client a son compte CA Store, il va rattacher ses comptes bancaires et que vous allez pouvoir les consulter. Donc la deuxième étape sera de lister ces comptes BAM pour savoir quel est le compte BAM connecté. Il y a un seul compte BAM par connexion. C'est-à-dire que si j'en ai raccordé plusieurs à mon compte CA Store, l'utilisateur, et ça vous n'avez pas à le développer, il va être invité à choisir son compte BAM à la connexion. Ce sera transparent pour vous. Et quand vous listerez, vous ne verrez apparaître toujours qu'un seul compte BAM. Donc pareil, vous récupérez l'ID et vous insérez ça dans vos prochaines requêtes. Hop, hop, hop. Et vous continuez à naviguer. Donc c'est là que ça devient intéressant. Vous avez maintenant les comptes bancaires. On est là. Les comptes bancaires qui sont la base de la suite. Donc pareil, un compte BAM peut être rattaché à plusieurs comptes bancaires. Donc sachez que le client il n'a pas forcément qu'un compte courant. Il peut avoir tout un tas de comptes, que ce soit du compte courant, du livret A, etc. Il peut avoir des comptes sur lesquels il a autorisation. Par exemple, si c'est un parent qui va avoir une visibilité sur les comptes de ses enfants. Et bien sûr, tous ces éléments-là, on a des petits attributs dans les objets qui descendent pour décrire et pour que vous puissiez organiser le visuel de votre application. Ça continue derrière. On va pouvoir aller afficher les cartes de crédit. Donc les cartes de crédit, c'est pareil. On va pouvoir faire le listing des opérations, ce genre de choses. Donc pensez bien, les cartes de crédit, il y en a plusieurs types. Il y a des cartes de crédit à débit différé. Il y a des cartes de crédit à débit immédiat, etc. Et donc les données qui vont s'afficher vont dépendre parfois du type de carte. Vous aurez des données intéressantes aussi, telles que je sais pas, les encours sur une carte à débit différé, etc. Et vous allez pouvoir identifier à chaque fois quel est le type de l'objet via des attributs qui sont fournis sur l'objet directement. La liste des types peut varier d'une banque à l'autre. Alors, il y a les types très standards, débit immédiat, etc. Si vous vous posez des questions sur, voilà, moi je connais un type de carte, je sais qu'il existe au Crédit Agricole et je voudrais savoir quel est son identifiant pour le reconnaître, vous avez accès au support pour demander ces informations. Derrière, il y a d'autres données encore plus complexes ou plus en profondeur. Donc ici, on met exemple les réserves de crédit. Il y a une documentation qui explique tout ça. Tous les objets sont identifiés avec un ID unique. Comme j'ai présenté pour le client, il a un ID. Il se connecte une fois, vous voyez son ID. Il ferme sa connexion, il se reconnecte plus tard, c'est le même ID. Un peu logique. Ces identifiants n'ont aucune valeur, si ce n'est de vous permettre de faire une application intelligente qui va suivre les connexions. Ce ne sont pas des identifiants bancaires. On va y revenir sur l'aspect sécurité. Mais c'est quelque chose qui vous permet de construire votre application. Au niveau des standards, bon, je ne l'ai pas dit, mais on est sur du HTTP, bien sûr, encapsulé dans du SSL, et le format des données, vous pouvez choisir JSON ou XML, comme indiqué dans les standards classiques un peu REST, c'est des entêtes HTTP, tac, vous mettez ce que vous voulez recevoir, et puis vous injectez ça dans des parseurs dans vos applications, donc choisissez ce que vous préférez, et puis ce sera les mêmes données de toute façon, quelle que soit la forme. Bon, j'ai présenté essentiellement les aspects bancaires, mais il y a d'autres services qui sont accessibles. Donc on parle beaucoup de géolocalisation. Qu'est-ce que c'est la géolocalisation? Ça va être la possibilité d'afficher les agences qui sont autour d'un point donné. Ça va être la possibilité de rechercher les agences. On peut aussi trouver l'agence de rattachement du client. Donc pour lui afficher par exemple le nom de son conseiller, le contact de son conseiller, lancer directement des appels depuis l'application, ce genre de choses. Vous avez aussi un espace de stockage. Si par exemple l'utilisateur veut choisir des paramètres dans son application dont vous aurez besoin de vous souvenir, vous pouvez ou les stocker dans l'application ou les stocker dans l'espace de stockage. C'est bien de les stocker dans l'application, c'est plus facile, mais si vous commencez à avoir des applications qui ont des usages sur tablette, sur téléphone, en fait partagés, c'est pas mal d'utiliser cet espace de stockage pour qu'il puisse retrouver son confort sur l'ensemble des instances de l'application. Quelques mots sur la sécurité, puisque ça fait aussi partie donc, des services qui sont proposés. Je l'ai dit tout à l'heure, un standard pour l'authentification. Donc OAuth V10A.
Si vous avez la question de pourquoi OAuth 1 et pas pourquoi et pas OAuth 2, je serais ravi d'en discuter avec vous, mais en un mot, on a vraiment un niveau de sécurité bien supérieur en OAuth 1 qui correspond bien à notre contexte. On en reparlera. C'est aussi ce qui apporte un peu de difficulté sur la sécurité. J'y reviendrai. Contrôle d'accès, je l'ai dit tout à l'heure, si on commence à essayer de naviguer sur les autres objets, les objets qui ne nous appartiennent pas, on va être jeté par l'API. Les erreurs, elles sont très standards, elles sont très classiques. Je ne suis pas autorisé, 403, voilà. Ou je ne me suis pas bien authentifié, 403, je ne suis pas autorisé, 401. Pour les développeurs, ça devrait leur parler. Un petit focus maintenant sur les fonctionnalités. Donc les questions qui reviennent souvent, hein, c'est autour de ces 4 grandes fonctionnalités. Quels sont vos outils? De quoi vous allez disposer? J'en ai déjà parlé un petit peu. Comment je m'authentifie? Comment je passe l'étape de l'authentification dans mon application? Comment je fais un virement? ça revient assez souvent. Et puis c'est vrai que moi j'ai du rose fluo dans mon application et puis le Crédit Agricole il est un peu bleu-vert. Est-ce que je peux mettre du rose fluo? Oui, on va voir comment. Alors oui, parce que sur les pages d'authentification, comme je vais le présenter, il y a des pages qui sont imposées. Du coup, elles sont aux couleurs du Crédit Agricole Store aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, je suis développeur. J'ai pas forcément de compte au Crédit Agricole, donc je veux développer une application, il me faut des données de test. Qu'est-ce que je fais? Je commence par aller sur le portail du Crédit Agricole Store. Je sais que certains d'entre vous y sont déjà allés. Vous allez cliquer sur un lien d'inscription qui va vous proposer soit d'être client, soit d'être développeur. Pour ceux qui font du Facebook, etc., c'est un petit peu la même idée, hein. Je me connecte à Facebook en tant que développeur ou en tant que utilisateur. Ici, vous allez choisir développeur. Vous allez rentrer une adresse email, etc. Et ça va vous donner directement les identifiants mots de passe des comptes de test. Donc je vous rassure, ces comptes de test, il n'y a personne derrière. C'est des données automatiquement générées qui correspondent à rien du tout. Elles sont juste représentatives de ce qu'un client normal peut avoir dans ses comptes, hein. Des paiements par carte, des virements, ce genre de choses. Donc derrière, une fois que vous avez ça, vous pouvez commencer à développer. Enfin, vous pouvez surtout commencer à demander à créer votre application. Ça va vous donner les éléments nécessaires pour paramétrer l'authentification. Une fois que vous avez paramétré l'authentification, on va y revenir, vous pourrez vous connecter avec votre propre compte développeur sur votre application en cours de développement. Ça vous permet en live de tester le vrai fonctionnement de votre appli. Sans ça, ce serait un petit peu difficile. Et surtout, une documentation en ligne. Donc celle-là, elle a déjà été listée sur le site de l'événement. On l'a mis à jour spécialement pour vous ces derniers temps pour que vous puissiez retrouver facilement l'ensemble des fonctionnalités que je viens de décrire. Il y en a d'autres, des fonctionnalités, et cette documentation va évoluer dans les prochains jours, les prochaines semaines, en fonction de vos retours et de ce que nous, on peut vous rajouter comme information. Ok. Alors, l'authentification. Je ne vais pas raconter tout en détail parce qu'on peut y passer longtemps, mais c'est du OAuth 1. OAuth 1, ça consiste en quoi? Ça consiste tout simplement, j'authentifie l'application avant même d'authentifier l'utilisateur. Une fois que l'application est authentifiée, j'ai les éléments nécessaires pour démarrer le formulaire d'authentification dans lequel l'utilisateur va être amené à saisir son login mot de passe. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces échanges d'avant, c'est des requêtes signées. Je vous conseille fortement de trouver des librairies qui parlent le OAuth 1 plutôt que de développer vous-même et de relire la spec. Il y a des développeurs qui préfèrent faire ça, c'est source de problèmes à tous les coups. Maintenant, il y a aussi des langages, il y a aussi des cas où il n'existe pas de librairie. Alors, tant qu'on est sur du mobile, des choses simples, il y en a toujours. Si vous avez des questions, si vous ne trouvez pas, si vous êtes en difficulté pour implémenter ces requêtes, venez nous en parler, on essaiera de vous donner les meilleurs conseils par rapport à votre application. Tout ce qui est en interaction avec l'utilisateur, c'est ce qu'on appelle de la WebView. C'est des formulaires qui sont portés par le serveur. Et vous allez tout simplement appeler ces formulaires et les montrer dans votre application. Merci de ne pas tenter de hack sur ces formulaires, de toute façon on le verra. L'idée c'est vraiment que tout ce qui est sécurité, ça reste à la charge du serveur. Et derrière, on repasse sur les aspects un peu web service. Ça demande des access tokens. Alors, le principe de base de OAuth, c'est qu'une fois que je me suis authentifié, je récupère un certain nombre de jetons qui vont me servir à générer des signatures pour les autres requêtes. Donc, comme je disais, mécanisme OAuth un peu complexe. Évitez de recoder, passer par des clients.
ça ira beaucoup plus vite. Le virement, comment ça marche? C'est pareil, on retrouve cette petite notion de WebView. Donc le virement, c'est en 3 temps. Le premier temps, c'est tout simplement dans votre application d'aller chercher les listes des comptes émetteurs du client, d'aller chercher la liste des comptes destinataires et de proposer une petite interface. Alors j'ai mis un petit mock-up pour bien vous faire comprendre que c'est du rôle de l'application de faire cette interface où le client va choisir le compte destinataire, le compte émetteur, la somme d'argent, des libellés. Il y a possibilité de mettre 2 libellés selon les standards bancaires de virement. Et avec ces éléments, vous allez appeler une seconde WebView. Et dans cette WebView, le client va être amené à se réauthentifier et il verra la liste des paramètres qu'il a saisis. Cette WebView, encore une fois, est à la charge du CA Store. C'est ce qui nous permet de sécuriser la chose et de permettre le virement. Il y a quelques prérequis. Je vous invite à vraiment regarder la documentation précisément. On va demander un jeton supplémentaire, on va demander de réutiliser un cookie qui a été obtenu à l'authentification. C'est pour des raisons de sécurité. C'est aussi, même si ça vous posera peut-être des problèmes techniques, ça marche, hein, et c'est pour permettre de mettre le virement sur une telle Open API. Une fois que le virement est terminé, le client il tombe sur une page, voilà, le virement a été pris en compte. Ça peut être aussi une page d'erreur s'il y a des choses qui ne sont pas bonnes. C'est documenté, les différentes pages d'erreur sont documentées dans la documentation en ligne. Vous pouvez utiliser, comme pour l'authentification, d'ailleurs je ne l'ai pas précisé, des mécanismes de callback qui, quand je vais cliquer sur le bouton continuer, ça va me renvoyer vers quelque chose que je vais pouvoir intercepter dans mon application, juste pour reprendre le dessus. On est sur des mécanismes WebView assez standards. Voilà. Oh là, il s'est passé quelque chose de bizarre là. Une seconde. Ok, la personnalisation. Ces WebView, vous l'avez compris, elles sont gérées par le serveur. Vous les avez vues, elles sont un petit peu bleues, etc. Si ça ne correspond pas au style de votre application, vous pouvez tout simplement, depuis le portail, injecter des CSS. Un seul CSS pour l'ensemble des pages. Nous, on a codé intelligemment. Vous allez pouvoir identifier chaque élément, que ce soit graphique, texte, etc. Et vous allez pouvoir le modifier. Passez par nous, passez par l'API pour faire ça. Du coup, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus fluide. Et derrière, nous, on a vu des développeurs qui essayaient de le faire eux-mêmes dans l'application en surcouche. Ça pose des problèmes de fonctionnement. Ça ralentit le téléphone. On a mis en place cette fonctionnalité justement pour ça. Hop. Ok. La sécurité, on y vient vite. Grosso modo, la banque à l'intérieur, elle a des services bancaires, ceux qui sont utilisés par la banque en ligne, etc. Pour permettre une Open API, nous tout simplement, on a mis un gros bloc devant qui assure toute la partie sécurité, donc aussi bien cette authentification standard que ces fameuses ID dont j'ai parlé. Vous entendrez parler autour de CA Store de l'anonymisation. C'est tout simplement les ID des clients. Les ID bancaires, on va les remplacer par des ID anonymes qui n'ont aucune valeur, je l'ai dit tout à l'heure, qui seront persistants dans le temps. Donc quand le client se reconnecte, vous retrouverez les mêmes ID. Ça vous permet de construire votre application et ça nous permet d'éviter tous les problèmes de sécurité issus PCI DSS, je ne sais pas si vous connaissez, mais grosso modo, la manipulation des données bancaires, il y a un certain nombre de restrictions. Ici, vous n'avez pas les données bancaires, donc vous n'avez pas les données sensibles, ni le mot de passe, ni le compte, le numéro de carte, ni le numéro de compte, etc. Vous n'avez pas besoin de les afficher dans les applications, vous verrez. Il y en a qui existent, hein, vous verrez que c'est tout aussi fluide. Et ça nous permet de vous proposer une telle API. Bon, malgré ça, il y a quand même quelque chose à comprendre, c'est que malgré tous ces niveaux de sécurité, nous on va quand même contrôler ce que vous développez. Alors quand je dis contrôler, on n'est pas propriétaire du code, on n'a aucune légitimité pour faire ça. Donc on va juste faire un audit, ce qu'on appelle boîte noire, et on va regarder ce qui entre et sort de l'application pour vérifier que ça respecte tout un tas de règles de sécurité qui sont documentées aussi en ligne. C'est des choses assez simples. On va vous demander de ne pas demander le nom du client pour ne pas faire de rupture d'anonymisation, etc. etc. C'est basé en gros sur le process de cycle de vie de l'application. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, quand vous créez une application, vous êtes avec un jeton de développement. Le jeton de développement, il vous permet d'accéder aux données de test. Une fois que c'est fini, je retourne sur le portail, je demande un jeton de production, je package mon application et je l'envoie dans les stores. C'est à ce moment-là que nous, on est alerté et qu'on va venir tester votre application. Donc le but, c'est pas de vous la faire changer, c'est juste de vérifier que tout va bien. Une fois que tout va bien, via un back-office, on est capable d'activer votre application. Quand votre application est activée, elle fonctionne pour les clients et elle ne fonctionne plus pour les développeurs. Votre jeton de développement reste valide indéfiniment. Vous pouvez continuer à développer dessus.
Si vous avez des questions précises là-dessus, je suis là aujourd'hui pour y répondre. Les bonnes pratiques, on passe très rapidement. Hein. L'objet, c'est plus... je vous invite à aller consulter le site en ligne qui les rappelle, c'est exactement la même chose. Mais pour faire simple, hein, je l'ai déjà dit, ne recodez pas au haute. Ne collectez pas d'informations personnelles. Faites attention, l'application sur une tablette, elle peut être utilisée par plusieurs utilisateurs. Donc on a déjà vu des cas où les développeurs mélangent les données de différents utilisateurs, ça passe pas. Le contexte multi-BAM, donc je vous l'ai dit, le client il peut avoir plusieurs BAM. Des fois, suivant comment vous avez codé, ça peut interférer. La non-diffusion des données vers l'extérieur. Alors là, on est quand même dans un cadre où forcément on va s'intéresser à ça. C'est autorisé de transférer ces données sous certaines mesures. Il faut que ce soit déclaré, il faut qu'on sache bien pourquoi, comment, etc. Voilà, c'est tout. Pensez à le déclarer quand on est en amont des process de sécurité. Respectez les standards de sécurité. Sur un mobile, on peut vite enlever les vérifications SSL, ce genre de choses pour des facilités de développement. C'est exactement ce genre de choses que nous, on va contrôler. Si vous enlevez ce genre de standard, la personne qui utilise votre application dans un McDo est susceptible de se faire attaquer. Voilà. Ça paraît comme ça anodin, mais nous, on croise énormément d'applications, même au-delà de SIA Store, qui font ce genre de choses. Il ne faut pas le faire pour garder la sécurité du client. Voilà. Puis derrière, quelques références, hein. L'URL du portail, l'URL de la documentation, etc., etc. Je vais m'arrêter là pour laisser la place aux interlocuteurs suivants. Je vous souhaite bon courage pour trouver les bonnes idées. Et surtout, on est dispo pour répondre à vos questions. On est sur un contexte assez compliqué avec des mélanges d'API assez innovants. Il va y avoir forcément des questions qui vont se poser, des questions qui vont être dignes d'architectes de systèmes d'information, ce genre de choses. Nous sommes là pour vous aider. On a du temps, on est disponible. On va vous aider à répondre aux questions de sécurité et on va tout faire notre maximum pour que votre application puisse naître dans les temps. Bon courage à tous!